En mars 1944, 76 prisonniers se sont évadés d'un camp allemand grâce à un tunnel au cours d'une spectaculaire évasion. Leur objectif? Semer le chaos au cœur de l'Allemagne nazie. Tous ces hommes savaient qu'ils risquaient leur vie. Grâce à des reconstitutions historiques, des témoignages d'experts, La Grande Évasion était un acte de guerre. des documents inédits. Cette lettre envoyée par mon père contient un message codé. Nous allons retracer sur 3 épisodes une histoire pleine d'ingéniosité, Les faux documents devaient ressembler à des vrais. de courage En cas d'effondrement, il mourrait. et de cruauté. Ils sont allés trop loin. Violence physique, menaces de mort. Précédemment, nous avons suivi Roger Bushell et son comité d'évasion alors qu'ils creusaient 3 immenses tunnels surnommés Tom, Dick et Harry. S'ils en trouvaient un, ils en chercheraient sûrement un autre, mais pas un troisième. Et organisaient l'évasion de 200 hommes. C'était un projet sidérant avec des objectifs ambitieux. Mais alors que Tom était presque achevé, il a tragiquement été découvert par les gardes du camp. Mais les travaux vont finir par reprendre. Et avec eux, le décompte des jours et des heures éprouvant nerveusement qui ont précédé l'évasion. Ça a dû être horrible, surtout pour les jeunes hommes qui découvraient le tunnel. Vous allez suivre le déroulement de l'une des évasions les plus audacieuses de la Seconde Guerre mondiale. Voici la Grande Évasion. Depuis la désastreuse découverte du tunnel Tom, c'était l'abattement général dans le Stalag Luft 3. Roger Bushell, comme les autres prisonniers, a mal vécu la découverte de Tom. Ce fut une terrible déception. Les prisonniers avaient échoué. Ils touchaient au but quand les Allemands ont découvert Tom. Ça a été un coup dur pour ces hommes. Bushell, ou Big X, était à la tête du comité d'évasion qui avait travaillé 6 mois durant sur Tom, le tunnel long de 86 mètres. On lit clairement l'épuisement et le désespoir sur cette photo de lui prise à l'époque. À l'inverse, les Allemands qui avaient trouvé le tunnel jubilaient. Parmi le personnel du camp, il y avait les fouines. Ils étaient chargés de déjouer d'éventuelles évasions. L'un de ces hommes était surnommé Rubberneck, parce qu'il avait un long cou et fourrait son nez partout. Il était fou de joie d'avoir découvert le tunnel. Sur une photo de lui restée célèbre, on le voit sourire bêtement, la tête émergeant du tunnel. Les Allemands avaient désormais pour mission de détruire le solide souterrain. Ils ont placé des explosifs sur toute la longueur du tunnel. Mais ils se sont réjouis un peu vite. Ils en ont tellement mis que quand ils l'ont fait exploser, une grande partie du baraquement 123 a été détruite. Le toit, les chambres. L'explosion ratée a effacé les sourires narquois des visages des Allemands. Et des événements encore plus embarrassants allaient se produire dans le camp.
Le Stalag Luft 3 était divisé en plusieurs unités. Et alors qu'on creusait les tunnels pour la grande évasion, il y a eu une autre tentative d'évasion. En octobre 1943, plus de 4000 pilotes de chasse étaient détenus dans le camp. L'unité sud et celle du centre abritaient surtout des pilotes américains. Les logements des gardes allemands étaient au milieu du camp. Et au nord et à l'est se trouvaient les pilotes britanniques ou membres du Commonwealth. C'est dans l'unité est qu'une autre tentative d'évasion audacieuse était en cours. Le cheval de bois fut un procédé d'évasion inventif qui reflétait bien l'esprit britannique. Un film de 1950 raconte cette extraordinaire évasion. Avec le bois des colis de la Croix-Rouge, les prisonniers ont construit un cheval d'arçon. En journée, ils le déplaçaient vers la clôture et commençaient à faire du sport, en toute innocence. Ce que les Allemands ignoraient, en revanche, c'est qu'à l'intérieur de cet agrès était caché un prisonnier qui s'affairait à creuser un tunnel. En fin de journée, il rangeait le cheval d'arçon après avoir dissimulé l'entrée du tunnel. C'était le tunnel le plus sommaire qui soit. Il était seulement à quelques centimètres sous le sol. Il n'était pas éclairé, pas ventilé. C'était un terrier de lapin, ni plus ni moins. Dans la nuit du 19 au 20 octobre, après 3 mois d'efforts, 3 hommes se sont engouffrés dans ce tunnel long de 30 mètres et ont rejoint la gare. Deux d'entre eux sont arrivés à Stettin, le troisième à Danzig. Et ils ont tous pris des bateaux en direction de la Suède. En janvier, les prisonniers du camp ont appris qu'ils étaient tous les 3 rentrés chez eux. La nouvelle a fait le tour du camp et ce n'était pas très bon pour Roger Bushell, qui était le seul chef de comité X à avoir vu son projet d'évasion échouer. Je crois que c'est ce qui l'a poussé à rouvrir le tunnel Harry. Le 7 janvier 1944, la construction du tunnel Harry a repris dans le baraquement 104. Les hommes avaient interrompu les travaux 4 mois plus tôt pour se consacrer pleinement à Tom. Le puits de 9 mètres était déjà fait et ils avaient creusé sur 33 mètres de long. Pour atteindre le couvert de la forêt, le tunnel devait mesurer plus de 100 mètres de long. Le tunnel passerait sous ce qu'on appelait le Fort Lager, ou avant-camp, où se trouvaient les cellules d'isolement, puis sous les barbelés, en direction de la forêt. Pour Bushell, l'emplacement du tunnel était tellement osé que jamais les Allemands ne soupçonneraient sa présence. Jamais personne n'irait s'imaginer que des prisonniers puissent creuser un tunnel qui passe sous les pieds des Allemands. C'est justement pour ne pas être repérés qu'ils ont creusé à une telle profondeur. Pour Harry, ils ont creusé à 10 mètres de profondeur. 10 mètres, c'est l'équivalent d'un immeuble de 2 étages. C'est beaucoup. Il existe des petits appareils qu'on peut placer dans le sol pour capter les vibrations. Les Allemands se servaient de ces appareils pour intercepter des sons de creusement. Les prisonniers le savaient. C'est ce qui les a poussés à creuser en profondeur.
Mais Roger Bushell et ses hommes ont eu de la chance. De nouveaux blocs ont été construits pour répondre à l'arrivée massive de pilotes alliés faits prisonniers. Les travaux ont débuté et ils ont coupé le système d'écoute. Les informateurs de Bushell lui ont annoncé qu'il ne fonctionnait plus. Comme il allait être hors service pendant un certain temps, ils allaient pouvoir creuser plus rapidement. Un chariot avait été réinstallé, l'électricité aussi, et le tunnel a été renforcé avec des lattes de lit. Le danger n'était pas écarté pour autant. Ils auraient pu être écrasés sous 10 mètres de terre, ou bien être brûlés vifs en cas d'incendie dans le tunnel. Sinon, les Allemands aimaient bien rouler dans le camp, au volant de gros camions, pour provoquer l'effondrement d'éventuels tunnels. Dès qu'ils entendaient un grondement, ils se disaient « on est mort ». Des effondrements ont bien eu lieu. Les hommes ont parfois frôlé la catastrophe, mais il n'y a jamais eu de blessés graves. Au bout de 7 semaines, Harry a dépassé la limite du camp. Il mesurait plus de 70 mètres de long. 2 sas, surnommés Piccadilly Circus et Leicester Square, avaient été construits, car il fallait désormais plusieurs chariots pour parcourir le tunnel sur toute sa longueur. Mais alors qu'ils creusaient sous la prison, les hommes ont été entendus. Les Allemands étaient sûrs que des prisonniers construisaient un tunnel. Et Rubberneck avait la ferme intention de le trouver. Parfois, lui et ses fouines, dans un élan de fureur, choisissaient un baraquement, jetaient les prisonniers dehors pour les fouiller et passaient le bloc au peigne fin pendant plusieurs heures. C'est avec soulagement qu'ils ont appris le départ en permission de Rubberneck pour 2 semaines. Cette menace désormais écartée, Bushell n'avait plus qu'à lancer sa spectaculaire évasion. Mais en raison d'événements se déroulant à plus de 150 km de là, l'issue risquait d'être fatale. La bataille de Berlin a été une campagne de bombardement visant à détruire la ville. La RAF a lancé 16 attaques en tout. Berlin a été en grande partie détruite. Dans un quart de la ville, on ne trouvait plus que des gravats. 500 000 personnes se sont retrouvées sans abri et 40 000 Berlinois ont été tués. La sécurité du pays était menacée. Comme les bombardiers étaient déployés en grand nombre, beaucoup de pilotes ont été capturés, ce qui a accru la pression dans les camps et augmenté le nombre d'évasions. Le haut commandement allemand avait peur que les prisonniers évadés forment des groupes de résistants pour perpétrer des actes de sabotage. Pour prévenir les évasions, Himmler, le chef de la SS, a pris des mesures drastiques. Le Kugelerlass était un décret secret émanant d'Himmler lui-même, stipulant que les prisonniers évadés qui seraient rattrapés devaient être exécutés. Ce qui constituait une violation des conventions de Genève. Le décret en question ne concernait pas les soldats britanniques et américains, mais dans le Stalag Luft 3, il y avait des Tchèques, des Polonais, des Français, des Norvégiens, et eux étaient concernés par cet ordre d'exécution.
Peu de temps avant l'évasion, l'appareil sécuritaire des nazis a subi des transformations. Et Lindeiner et ses supérieurs savaient que l'heure était grave. Lindeiner, le commandant du camp, pressentait qu'une évasion se préparait et il a alors réalisé que les prisonniers risquaient d'y laisser leur vie. Les gardes ont fait savoir à Bushell, par voie officielle et non officielle, que ce n'était pas le moment de planifier une évasion, et encore moins une évasion de groupe. Bushell avait de l'imagination. Et il avait lui-même vu la Gestapo et la SS à l'œuvre. Il devait donc se douter qu'il risquait gros en s'évadant. Bushell a ignoré les avertissements, notamment ceux de son supérieur britannique, parce qu'il estimait que le projet était trop avancé et qu'il ne pouvait plus reculer. Peut-être qu'ils ont cru que les Allemands bluffaient, mais je pense surtout que Bushell était quelqu'un d'orgueilleux et d'arrogant, et qu'il voulait son heure de gloire. C'était sa grande évasion. Bushell n'était pas le seul à vouloir fuir coûte que coûte. Ces hommes étaient extrêmement courageux. Ils auraient pu attendre la fin de la guerre dans le camp et profiter des vivres de la Croix-Rouge dans une relative tranquillité. Mais 200 d'entre eux ont préféré essayer de prendre la fuite et tous savaient qu'ils risquaient de mourir. Tom Kirby Green avait été fait prisonnier plus de 2 ans auparavant. Mon père savait que c'était risqué. Mais on parle d'un homme qui avait participé à 33 raids aériens avant d'être capturé. Pour lui, vivre, c'était prendre des risques. Et il aimait profondément la vie. Mon père a dû avoir du mal à supporter la vie en captivité, comme n'importe qui d'ailleurs. Je pense que l'organisation de cette évasion leur a tous permis de se raccrocher à quelque chose. Rubberneck étant absent, le tunnel a vite avancé, jusqu'à atteindre les bois. Du moins, c'est ce qu'ils ont cru. Il fallait impérativement que le tunnel débouche sous le couvert de la forêt. Mais coincés derrière les barbelés, les hommes n'ont pu qu'estimer la distance qui les séparait des arbres. En parallèle, ils ont dû trouver un moyen de mesurer le tunnel. Ils pouvaient compter le nombre de lattes posées ou bien les mesurer avec des mètres. Ils étaient tous pilotes ou navigateurs. C'était leur rayon. Donc, on peut penser qu'ils étaient sûrs de leurs calculs. Mais comme il manquait de temps, ils ont peut-être choisi de s'arrêter juste à l'entrée des bois plutôt que de s'enfoncer dans la forêt, auquel cas, ils n'avaient pas de marge d'erreur. Ils ont alors creusé un puits vers la sortie et se sont arrêtés à 20 cm de la surface. Le 15 mars, le tunnel était enfin prêt. Mais ce même jour, Rubberneck est revenu de permission. Et il a senti que quelque chose se tramait dans le baraquement 104. À son arrivée, dans les minutes qui ont suivi, il a ordonné une fouille du baraquement d'où partait le tunnel Harry. Au fil des jours, les perquisitions se sont intensifiées. Au cours d'une fouille, le cartographe en chef, Desmond Plunkett, a laissé traîner un carnet qui contenait les plans de tous les itinéraires d'évasion. S'il avait été trouvé, la grande évasion n'aurait pas pu avoir lieu. Mais un détenu feignant d'être malade l'a récupéré discrètement.
Face aux fouilles incessantes, Bushell a compris qu'il fallait partir vite. Ils avaient atteint la longueur souhaitée, du moins c'est ce qu'ils croyaient. Ils ne pouvaient donc pas rester là à espérer que les Allemands ne trouvent rien. Ils ne pouvaient pas se permettre d'attendre plus d'une semaine, parce qu'à la moindre négligence, les Allemands auraient tout découvert et le projet aurait capoté. Bushell a annoncé que l'évasion aurait lieu la semaine suivante. Les futurs évadés comptaient rejoindre des pays neutres, tels que la Suisse, la Suède ou l'Espagne, en train ou à pied. Pendant 1 an, les prisonniers avaient fabriqué dans le plus grand secret tout l'équipement dont les 200 hommes allaient avoir besoin. Comme des vêtements civils et des pièces d'identité. Ils passaient désormais tout leur temps à régler les derniers détails. Les faux documents devaient ressembler à des vrais. Mais ils n'avaient pas de machine à écrire, si bien qu'ils ont dû imiter les lettres dactylographiées. Jour après jour, nuit après nuit, ceux qui avaient des talents de faussaires ont fabriqué de faux documents très réussis. La période qui a précédé la nuit de l'évasion a été très intense. Certains devaient s'assurer que tous les kits d'évasion contenaient bien des encas énergétiques, une carte, une boussole, et surtout que les documents étaient correctement datés et tamponnés. Il fallait qu'au moment de l'évasion, tous les tickets et autres documents soient à la bonne date. Il allait aussi falloir déterminer l'ordre de passage dans le tunnel. Une hiérarchie s'était dessinée. Ceux qui avaient le plus de chances d'atteindre l'Angleterre, grâce à des compétences en langue ou grâce à des contacts dans les pays d'Europe occupés, par exemple, étaient prioritaires. Ces hommes-là prendraient le train, ils auraient plus d'argent et de meilleurs documents. L'ordre de passage de ceux qui prendraient le train a été décidé par tirage au sort. Parmi eux se trouvait Roger Bushell, qui a tiré le numéro 4. Et Tom Kirby Green. Mon père parlait bien espagnol. Lui et ses compagnons désignés avaient des faux documents d'ouvriers espagnols qui leur permettaient de se déplacer à travers l'Allemagne. Kirby Green a tiré le numéro 17. Il y avait la crème de la crème d'un côté, les 20 meilleurs, et puis tous les autres, qu'on a surnommés les galériens. Il partirait à pied en suivant l'ordre du tirage au sort. Mon père faisait partie des galériens et devait donc se débrouiller. Il n'avait pas de compétences linguistiques particulières, ce qui explique pourquoi il a tiré le numéro 60. Le matin du jour J, les prisonniers ont découvert à leur réveil qu'il avait beaucoup neigé pendant la nuit. Bushell n'a pas eu de chance. Il faisait anormalement froid pour la saison. D'après les relevés météo de l'époque, il a fait jusqu'à -3. Et il allait manifestement continuer à pleuvoir ou à neiger. Quand il fait très froid en Silésie, c'est tout sauf accueillant. C'était pas la meilleure idée. Il valait mieux remettre ça au lendemain. Le lendemain, la météo n'était guère meilleure. Mais le temps était compté.
Ils pouvaient attendre longtemps comme ça. Et si on remettait ça au mois prochain, c'était impossible. Ils ne pouvaient plus attendre. La météo n'était pas idéale. Eh bien, ça ne pouvait pas être parfait. De plus, les documents de voyage avaient été datés et ne seraient valables que quelques jours. Le départ a été fixé au soir même. Le jour J, les 200 hommes ont dit au revoir aux prisonniers qu'ils laissaient derrière eux. Beaucoup savaient que ça n'allait pas être une promenade de santé. Certains ont d'ailleurs transmis des consignes à leurs camarades restés au camp, au cas où ils mourraient. Mes parents s'aimaient passionnément. L'amour que mon père portait à ma mère et qui transparaissait dans ses lettres l'a aidé à tenir pendant tout le temps où il est resté prisonnier. Ce matin-là, Tom Kirby Green a écrit une lettre à sa femme. Mon cher et tendre amour, j'espère que Colin et toi allez bien. Ma chérie, je pense très fort à toi. Mon esprit et mon être se languissent de toi. Je ne vis que pour le jour où je pourrai te serrer dans mes bras. Un jour, pour toi, si Dieu le veut, je ferai de ce monde un paradis. Que Dieu te bénisse et te garde, Maria. Je t'aime fort. Que te dire de plus? Je t'embrasse. Ton Thomas. Après l'appel de 17 h, tous les prisonniers ont dû se rendre discrètement dans le baraquement 104. Beaucoup d'hommes ont découvert l'emplacement du tunnel à cette occasion. Premier défi, rassembler tous les candidats à l'évasion dans le même baraquement. Ça a été un succès. Vêtus de leur tenue d'évasion, les prisonniers ont récupéré leurs faux documents. Ils recevaient aussi une ration de fruits secs et des biscuits à l'avoine préparés pour l'occasion. À 20h45, à la nuit tombée, Bushell a fait ouvrir le tunnel. Deux hommes, Johnny Bull et Tony Marshall, sont partis en reconnaissance au bout du tunnel. Et il y a eu un premier problème. La planche, qui était au niveau de la sortie, était bloquée à cause du gel. Dessus, il y avait de la terre qu'il fallait évacuer pour pouvoir sortir. S'il tapait dedans, il risquait de faire du bruit. Ces militaires savaient bien que lors d'une opération, tout ce qu'on avait planifié tombe à l'eau dès la première minute. Et c'est ce qui s'est passé cette nuit-là, à maintes reprises. Ça les a beaucoup retardés. Bushell a eu peur de devoir annuler, la tension était palpable. Un des évadés a raconté qu'ils avaient l'estomac noué à cause du stress, que c'était presque pire qu'avant une opération militaire. Au bout d'1 h 30, Bull a réussi à retirer la planche. Il a enfin pu sortir. À ce moment-là,
Un courant d'air s'est engouffré dans le souterrain et Bushell, qui était à l'autre bout, l'a senti et a su que c'était ouvert. Bull a sorti sa tête et a compris que le tunnel ne débouchait pas dans la forêt. Le fait que le tunnel ne débouche pas dans la forêt était un vrai problème, parce que 15 mètres plus loin se trouvait un mirador. Alors, certes, le garde surveillait l'intérieur du camp, mais il suffisait qu'il se retourne pour voir le trou dans la neige et la buée qui sortait de la bouche des prisonniers. Bushell est arrivé pour discuter. Il prenait du retard, mais impossible de remettre l'évasion à plus tard. Tous les documents portaient la date du jour. Une solution a été trouvée. Un premier homme s'est hissé hors du tunnel et s'est éloigné de quelques pas en tenant une corde. Caché derrière un poste d'observation construit par les fouines, il allait surveiller les Allemands montant la garde et tirer sur la corde quand la voie serait libre. Il était tendu au moment de tirer sur la corde, car ça signifiait que le suivant allait pouvoir sortir pour aller se cacher. Il fallait constamment surveiller les tours de guet. C'était une grosse responsabilité. Le premier évadé allait prendre le train, et la gare de Zagan était à moins d'1 kilomètre. Comme ils avaient pris du retard, il avait déjà manqué les 3 premiers trains de la soirée. Roger Bushell était le 4e homme à s'évader. Une fois libre, il a couru à toute vitesse pour rattraper le train de 23 heures. Il ne doutait de rien. Ce n'était pas un pessimiste. Et il était persuadé qu'au bout du compte, il s'en sortirait toujours. Bushell pensait certainement qu'il allait y arriver. Il parlait plusieurs langues, il était très bien équipé, et il avait une solide couverture. Et il était confiant. 196 hommes devaient encore traverser le tunnel long de 102 mètres. La traversée prenait au moins 4 minutes. Beaucoup pénétraient dans le tunnel pour la première fois. Imaginez ce que ça a dû être. Les hommes savaient qu'au bout du tunnel, il y avait la liberté. Mais, avant ça, il fallait traverser ce long souterrain, très étroit. Il faisait sombre. C'était oppressant. Les hommes étaient les uns derrière les autres. Tom Kirby Green fut le 17e homme à sortir. Au moment de son évasion, une sirène a retenti dans le camp. Les problèmes se sont enchaînés. La trappe qui ne voulait pas s'ouvrir, le tunnel qui était trop court, et ce qui a suivi était directement imputable à la RAF. Parce que c'est la nuit qu'ils ont choisi pour lancer sur Berlin le plus gros raid aérien de toute la Seconde Guerre mondiale. Plus de 800 avions ont été déployés. Mais les vents forts les ont poussés en direction du sud, si bien que Zagan a été plongé dans le noir, tout comme le camp, ainsi que le tunnel. Quand tout s'est éteint, ça a dû être horrible, surtout pour les jeunes hommes qui découvraient le tunnel. Ça a dû amplifier leur stress, de rester là sans bouger, en tentant de comprendre ce qui se passait.
Ils ont certainement commencé à paniquer. Heureusement, ils avaient ces bougies de suif. Ils les ont donc allumées. Mais le risque désormais, c'était l'incendie. Ça a été un moment très difficile. L'évasion s'est poursuivie à la lumière des bougies, jusqu'à ce que le courant soit rétabli. À 1h20 du matin, 47 hommes avaient pris la fuite. Il ne restait plus que des galériens censés partir à pied. Ils s'étaient naturellement équipés en prévision du froid glacial. Quelques jours avant l'évasion, ils avaient tous été contrôlés. Mais certains avaient finalement pris une valise plus grosse, emporté 2 couvertures au lieu d'une. Certains des gars ont aussi emporté des choses qui ne passaient pas dans le tunnel. Vers 1h30 du matin, un des évadés a heurté et cassé une des lattes avec son bagage. Ça a causé un effondrement. Certains prisonniers, gagnés par la claustrophobie, ont eu des crises de panique et ont aussi endommagé le tunnel et retardé l'opération. Et d'autres n'ont pas respecté les consignes. Il fallait tirer sur la corde pour faire avancer le chariot dans lequel était le prisonnier suivant. Et certains, au lieu de tirer sur la corde, ont tout simplement filé. Il y a eu plein de problèmes. Et bien sûr, comme on était fin mars, il n'allait pas tarder à faire jour. À l'approche de l'aube, 70 hommes avaient traversé le tunnel et pris la fuite. Initialement, mon père devait se cacher dans les bois et tirer sur la corde pendant 2 heures environ, avant de pouvoir enfin partir. C'est ce qu'il a fait. Sauf qu'à cause des imprévus et des contretemps, il y avait moins de prisonniers évadés que prévu. Et il commençait à faire jour. D'après les calculs de Bushell, 200 hommes, voire 220, allaient pouvoir s'évader. Mais avec tous ces contretemps, et alors que le jour se levait, l'homme en charge des opérations, dont le baraquement 104, a estimé qu'il faudrait s'arrêter à 100. Les hommes ont un peu protesté, mais ils devaient aussi être soulagés. Malheureusement, au final, ils ont été moins de 100 à traverser. Le jour se levait. Un garde faisait sa ronde entre les barbelés et la forêt quand il a remarqué quelque chose. Roy Langlois tenait toujours la corde. Plus tard, il racontera ce qui s'est passé ensuite. Le 76e homme est sorti du tunnel à 5h15. Je lui ai fait signe d'arrêter de bouger parce qu'un garde approchait. Le garde a vu le sillon tracé par les corps qui avaient rampé dans la neige. Et en suivant cette trace, son regard s'est posé sur l'entrée du tunnel. Il a tout de suite compris et a immédiatement tiré en l'air. Un homme caché dans les bois a cru qu'il était visé et a crié « Ne tirez pas !» Je suis alors sorti de ma cachette et j'ai été capturé.
Ils ont vraiment cru qu'ils allaient les fusiller. Et ils étaient très tendus. Si le garde avait été un peu nerveux, il aurait facilement pu les tuer. Mon père a cru qu'il allait mourir. Après ce coup de feu, ça a été la pagaille. Quelqu'un a crié à ceux qui traversaient « Fichez le camp, ils ont trouvé le tunnel !» Ken Reese était le dernier à rebrousser chemin. Il a donné de grands coups dans le tunnel pour qu'il s'effondre. Sans succès. Dans le baraquement, ce fut le branle-bas général. Parmi les 120 prisonniers restants, certains ont retiré leurs vêtements à toute vitesse et d'autres ont brûlé leurs faux papiers dans les poêles. Quand les poêles ont été pleins, ils les ont brûlés où ils ont pu. Si les Allemands étaient tombés dessus, ils auraient eu des indications sur le type de documents que les évadés avaient en main. Il fallait donc vite se débarrasser de tout ce qui contenait des informations importantes. Il ne fallait pas non plus que les Allemands leur confisquent leurs vivres. Évasion ou pas, toute calorie était bonne à prendre, si bien qu'ils ont tout englouti. En quelques minutes, la colère des hommes de Lindaner s'est abattue sur les hommes du tunnel et sur le reste du camp. Une fouine s'est engouffrée dans la sortie du tunnel. Mais les Allemands ont mis 1 heure avant de découvrir qu'ils partaient du baraquement 104. Le commandant est entré en furie dans la pièce, flanqué de gardes portant des mitraillettes. Le commandant était vert de rage en découvrant que ses pilotes s'étaient échappés. Lindaner était fou de rage. Il arpentait la pièce avec fureur et hurlait sur les gens. Cet officier prussien, un peu âgé et vieille école, d'ordinaire très digne et imperturbable, était hors de lui. Les hommes ont dû sortir et rester debout dans le froid pendant 2 heures. Le caporal Grise, ou Rubberneck, que tous détestaient, les a forcés à se déshabiller dans le froid, sans réelle raison, par vengeance et dans un élan de colère. Les prisonniers avaient vraiment peur. Quand des hommes vous crient des ordres avec une arme pointée sur vous, impossible de savoir s'ils ont l'intention de vous frapper ou de vous tuer. 4 des 80 évadés avaient déjà été rattrapés non loin de la sortie. Roy Langlois était l'un d'eux. Après avoir été capturé, il a immédiatement été emmené au mitard, comme il l'appelait. Et je crois qu'il y est resté un long moment. Mais 76 hommes étaient en fuite, dont Tom Kirby Green et Roger Bushell. Bushell voulait semer la pagaille parmi les frites et les rendre fous. À l'ouest, le débarquement était imminent. À l'est, les Russes progressaient. L'armée de Bushell, quant à elle, a défié les Allemands dans leur propre cour, si je puis dire. Mais l'ampleur de l'évasion était telle que Lindaner savait que les nazis ne pourraient pas l'ignorer et que les conséquences seraient terribles. Dans le prochain épisode, nous verrons comment les évadés se sont dispersés à travers l'Europe occupée. Leurs visages, leurs noms vont être affichés dans tout le Reich. Ils vont être activement recherchés. Ont affronté des conditions extrêmes pour échapper à la capture. Vous imaginez la difficulté pour eux de dormir à la belle étoile tout en conservant la volonté de fuir. Et ont subi la fureur du régime nazi. Il n'était pas nécessairement nazi, mais c'était un sadique.